Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie. Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont nouvellement atteints d'un cancer. Des associations se créent pour accompagner les enfants et financer la recherche notamment. On en parle avec nos trois invités. Christine Poinceau est la maman d'Antoine. Elle a créé l'association Le Courageux Combat d'Antoine, un an avant le décès de son fils atteint d'une tumeur au cerveau. L'association est toujours active et récolte des fonds pour financer la recherche notamment. À ses côtés, Francis Carrère et Michel Mulot de l'association Un enfant, un rêve qui a pour but d'aider les enfants malades atteints de cancer ou de leucémie à réaliser leurs rêves. On fait le point sur l'importance de ces structures aujourd'hui pendant 26 minutes. Bonjour messieurs, dames, merci d'être avec nous sur ce plateau. Christine, vous êtes donc la maman d'Antoine, la présidente de l'association Le Courageux Combat d'Antoine, qui a été créée en 2012 par ses amis du collège. Expliquez-nous comment ça s'est passé, la création de cette structure. C'est vrai qu'en 2012, le cross du collège de Vittel était organisé au profit d'enfants gravement malades ou porteurs de handicap. Et forcément, Antoine était diagnostiqué de son cancer en 2011. Donc forcément, les copains d'Antoine ont voulu courir pour lui en 2012. Et pour recevoir les parrainages, il fallait créer une association puisque l'argent n'était pas remis directement à la famille. Ce pourquoi on a créé l'association, parce qu'on était dans le combat contre la maladie et à l'époque, en tout cas, on n'aurait jamais eu l'idée de créer de toute façon une association. Alors Antoine était atteint d'une tumeur cérébrale maligne, a subi des traitements lourds. À travers cette association, vous souhaitiez en quelque sorte améliorer son quotidien, soulager son quotidien. Quel était l'objectif derrière tout ça? Oui, au départ, c'était vraiment pour améliorer son quotidien. Quand il est tombé malade, il s'est retrouvé très rapidement hémiplégique, donc paralysé du côté gauche. On lui a cédé notre chambre et nous, on a pris la sienne. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, il avait envie de récupérer sa chambre et il fallait installer un monte-escalier. Donc, on était parti sur cette idée-là de financer ce monte-escalier. Et puis aussi, on avait des travaux à faire, salle de bain, toilette, parce que les portes où ça ne rentrait pas. De toute façon, ce n'était pas accessible au fauteuil roulant d'Antoine. Donc au départ, les missions, pour l'association, en tout cas quand elle a été créée, c'était vraiment pour améliorer le quotidien d'Antoine. Malheureusement, il est décédé avant de pouvoir bénéficier et retrouver sa chambre. Et ensuite, on a modifié donc les statuts de l'association pour pouvoir continuer son combat et pour pouvoir aujourd'hui aider les autres. À aucun moment, vous avez souhaité dire stop à cette association, mettre un terme à cette structure? Forcément, au décès d'Antoine, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Et arrêter l'association, pour nous, on aurait eu le sentiment de le faire mourir une deuxième fois. Donc on a eu ce besoin de continuer. Et puis c'est beaucoup de choses, c'est rendre ce qu'on avait reçu quand on était confronté à la maladie. Et puis aussi, si Antoine s'en était sorti, de toute façon, il aurait continué pour les autres. Ça, c'était une évidence. Donc c'est pourquoi, avec les proches, la famille proche, les amis, on a décidé effectivement de continuer les missions de l'association. Et comme vous l'avez dit, c'est surtout pour financer la recherche contre les cancers chez l'enfant et l'adolescent. Et on aide aussi les jeunes qui sont gravement malades ou porteurs de handicap. On va y revenir bien évidemment. Francis, l'association Un enfant, un rêve, vous l'avez créée en mémoire de votre fils. Je crois que c'est lui qui avait eu cette idée quand il était malade. Expliquez-nous. En fait, Mathieu est tombé malade en 1988. Il a eu un sarcome Lewin, qui est une forme de cancer des os, très agressive. Et il a été soigné, opéré, dont une fois à Paris. Il a fait 2 rechutes, dans la dernière, il ne s'est pas remis, il est décédé 4 ans après, donc en 1992. Mais on a essayé tout au long de sa maladie, c'était un gamin intelligent et positif, donc il ne se plaignait pas. Il disait j'ai de la chance, moi, parce que j'ai mes parents qui sont à côté de moi, mes grands-parents. Et il avait besoin de rêver, alors il avait toujours la dernière console de jeu. On l'a emmené chez Disney, mais en Floride. On l'a emmené à New York. On l'a emmené voir des finales de Coupe de France de football, de Roland-Garros. Et il se rendait compte que tous les enfants n'avaient pas cette chance-là d'avoir du monde et puis de réaliser leurs rêves. Et il disait, quand je serai grand, je fonderai une association pour réaliser les rêves d'enfants malades. Il le disait, mais il ne me l'a pas dit à moi. C'est un de mes clients qui était médecin, que j'ai rencontré 2 ans après
et qui me dit, mais moi, il était nouvellement client, je lui ai demandé comment il me connaissait. Et il me dit, mais j'ai connu votre fils parce que j'étais à l'époque radiologue à Brabois. Et il me dit, votre gamin, il était super. Et vous savez ce qu'il faut faire? Il faut créer une association pour réaliser les rêves d'enfants malades, parce qu'il disait toujours qu'il ferait ça quand il serait grand. Et moi qui cherchais l'idée de perpétuer sa mémoire, ça m'est apparu comme une évidence. Donc ça fait 30 ans maintenant que l'association est créée. Oui. Un peu plus de 750 rêves ont été réalisés. 750 enfants qui ont pu oublier le temps de quelques heures, d'une journée, la maladie. C'est ça aussi l'objectif, de les faire sortir de leur quotidien. C'est ça. C'est faire sortir les enfants de leur quotidien, puis faire sortir aussi leur famille. Parce que tout le monde est touché. Alors bien sûr, principalement l'enfant, mais les parents bien sûr, et la fratrie. Moi, j'avais une fille. Ma fille a eu l'impression, Dieu sait si on essayait de ménager un équilibre et de faire attention, mais elle a eu l'impression d'être abandonnée pendant quelques années. Et on l'a su que plus tard, quand elle est devenue adolescente. Donc, il faut essayer de protéger un petit peu tout le monde et puis de les faire s'évader de temps en temps. Il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens financiers. C'est quelquefois une affaire financière, c'est quelquefois une affaire de contact. Parce qu'on a par exemple envoyé un gamin voir, quand il jouait encore, voir Zinedine Zidane jouer au Real de Madrid, et il était accueilli par Zinedine Zidane, quoi. Il est quand même pareil. Michel, vous êtes le nouveau président de cette association qui a été créée par Francis, ça fait depuis le mois de juin 2024. Comment vous avez rejoint cette structure? À quel moment vous avez... alors vous connaissiez Francis déjà auparavant? Oui. Je connaissais Francis auparavant, je connaissais Mathieu. J'ai connu la maladie de Mathieu. Et puis la même chose, qu'on est tous touchés en pleine face. Moi, c'est un neveu, Guillaume, 18 ans, un lymphome, et puis on ne s'en sort pas. Donc, on était d'ailleurs en recherche avec l'association pour organiser son rêve, mais la maladie était tellement rapide à ce moment-là que pour lui, comme pour certains enfants, voilà, le rêve s'était arrêté là, et puis du coup, je rejoins, il y a une dizaine d'années officiellement, l'association. Il y a une dizaine d'années, je l'ai rejoint. On a participé activement, et puis il y avait cet appel du pied de Francis de reprendre aussi au niveau de l'association, et puis d'essayer de retrouver, parce que le problème qu'on a, c'est le problème, comme tout le monde, de bénévoles. Bien sûr. On est 6, je crois, à l'association, 7 à l'association à être très actifs. Après, c'est de recruter autour de nous des gens qui viennent nous donner un petit coup de main. C'est ça qui est le plus compliqué. Christine, combien de membres actifs compte l'association Le Courageux Combat d'Antoine? J'allais dire, nous, on a à peu près 25 bénévoles vraiment actifs au sein de l'association. Et puis, on a aussi tout un petit groupe qui nous dit, voilà, moi, quand tu as besoin de moi, tu ponctuellement m'appelles. Ponctuellement, parce qu'il y a des manifestations où, effectivement, il faut du monde. D'autres où il en faut beaucoup moins, et ça ne sert non plus à rien qu'on soit tous présents à chaque manifestation, parce qu'il faut aussi, chacun, on travaille, on a sa vie personnelle, professionnelle, et puis il faut arriver à faire coïncider un peu toutes ces vies sociales, associatives, familiales, professionnelles. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment un noyau de bénévoles plutôt conséquent. On arrive à peu près une quarantaine de bénévoles, on va dire, si on réunit vraiment tout le monde. Et puis on sait qu'il y a des personnes sur qui on peut compter qui vont dire moi je ne peux pas dire que je viens dans l'association parce que je ne serai peut-être pas là tout le temps. Mais après, nous, le leitmotiv, c'est chacun fait comme il peut, parce que de toute façon, la priorité, c'est déjà... le travail qui impose de toute façon ses horaires et ses disponibilités, et puis la famille. Mais effectivement, je pense que toutes les associations ont de toute façon un problème. C'est un problème qui est récurrent. Voilà, c'est ça. Le manque de bénévoles. On voit sur les images, justement, c'était un marché que vous avez organisé à Remoncourt. C'est ça, celui de l'année dernière, le marché de l'artisanat. C'est l'une des premières... manifestation qu'on organise en début d'année. En général, maintenant, on se cale sur les vacances de Pâques parce que la commune de Remoncourt nous prête et nous met à disposition le préau des écoles. Donc, on a encore la chance d'avoir l'école à Remoncourt. Donc, c'est plus simple que ce soit pendant les vacances scolaires pour une question d'organisation et puis de rendre le préau et qu'il n'y ait pas une interférence avec l'école et
voilà, faire aussi attention par rapport à tous ces simple, microbes. Enfin, c'est plus simple en logistique et en timing, de toute façon. Est-ce qu'avec votre association, Christine, vous intervenez directement auprès des enfants ? On le voit bien, un enfant a un rêve, il y a un lien direct forcément qui s'établit avec les enfants malades. Est-ce que c'est le cas aussi, le Courageux combat d'Antoine ? Est-ce qu'il y a un lien direct qui peut s'établir à certains moments ? Oui, nous, on peut avoir des contacts directs avec les familles, puisque quand on aide les familles dont l'enfant est gravement malade ou porteur de handicap, souvent, ce n'est pas forcément la famille qui nous contacte, parce qu'on sait ô combien c'est difficile de demander de l'aide et on sait que les familles n'osent pas. Et souvent, c'est effectivement par l'hôpital d'enfants, par d'autres associations, par des gens qui nous disent oui, moi je connais tel ou tel enfant, où il y a des besoins. Et effectivement, donc on rencontre des familles. Quelquefois, si c'est un peu plus loin, on ne les rencontre pas forcément, mais on a toujours quelqu'un de l'association qui fait le lien, ou on passe sinon par les professionnels de santé pour faire le lien entre l'association et la famille. Et effectivement, on a ce contact. Alors nous, ça va être plus de financer un projet, du matériel, ou avec d'autres associations. Des fois, je pense à des travaux qui ont pu être faits dans une maison ou un agrandissement de maison. On n'a pas la prétention de couvrir la totalité des travaux, ça, faut pas rêver. Mais avec plusieurs associations, de toute façon, c'est toujours des coups de pouce qui sont nécessaires pour les familles, parce que nous, on est passé par là. À l'époque, donc, on a été aidés par les parrainages et par l'association comme la REMIC, par exemple, qui nous avait aidés. Et effectivement, on sait les besoins et l'urgence. C'est-à-dire que souvent, il faut agir vite pour pouvoir faire des travaux ou pour du matériel ou des traitements qui ne sont pas pris en charge. C'est ça, c'est la prise en charge. Francis, vous avez peut-être été confronté aussi. La prise en charge du matériel, des besoins qu'il y a pendant cette période. On en a eu certainement moins que le Courageux combat d'Antoine. Nous, c'est plus directement le rêve de l'enfant. Nous, contrairement à Christine, contrairement à Christine, nous, quand j'ai créé l'association, je travaillais, j'étais expert comptable, j'avais des clients, j'avais des amis, un avocat, un agent d'assurance. On s'est mis tous ensemble. On a déjà commencé par contacter nos clients pour qu'ils deviennent adhérents de l'association. Donc, on a réussi tout de suite à avoir un noyau de trésorerie. Et à partir de là, nous, on n'organise pas, par exemple, de marché ou de choses comme ça. Il y a des gens qui viennent à nous pour proposer d'organiser un événement à notre profit. Une manifestation théâtrale, une représentation où les bénéfices artistique. sont reversés à... Et les bénéfices sont reversés. Donc, on a toujours eu une bonne trésorerie et les moyens de faire face aux demandes. Alors, les demandes, elles émanent effectivement de l'hôpital. Au début, on était en relation avec l'hôpital de Besançon, Dijon, Strasbourg et Nancy. Bon, avec le temps, d'autres associations sont créées, les gens disparaissent, les contacts ne sont plus les mêmes, donc on est en relation avec Nancy-Brabois. Mais on peut aussi avoir des demandes qui émanent de personnes extérieures à l'hôpital, qui connaissent l'association. C'est pas uniquement concentré sur la Lorraine ou voilà. Alors nous, c'est le Grand Est. Le Grand Est, oui. Alors on s'est fixé quand même une limite d'intervention, mais maintenant, avec Facebook et autres, on reçoit des demandes de la terre entière, de la France entière. Et on ne peut pas répondre à tout quand même. Oui, c'est ça. Oui, forcément. C'est effectivement essentiellement le rêve, quoi. Donc beaucoup de Disney, c'est d'ailleurs Michel qui s'en occupait systématiquement. Et en dehors de ça, on a aidé ponctuellement des gens, des aides matérielles. On a par exemple, quand la REMIG a refait la maison des parents, on a octroyé 20 000 € au titre de la réfection et de l'amélioration des conditions de vie des parents, parce que si les parents sont bien, les enfants sont bien aussi. Donc on a considéré que c'était la prolongation du rêve. On parlait tout à l'heure justement de cet entourage, cette famille qui est forcément aussi très bousculée pendant cette période. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, en France, les parents, les familles sont assez accompagnés, sont accompagnés tout court pendant la maladie d'un enfant, d'un neveu? Est-ce qu'il y a ce soutien quelque part qu'on peut aller trouver? Moi, je crois que tout le monde découvre à ce moment-là. Il y a des ponts, des liaisons qui sont faits avec l'Institut de cancérologie. Il y a Marie-Hélène Petit qui est là, qui permet d'orienter, qui est assistante sociale, plus ou moins, puis éducatrice, oui.
Elle oriente, mais dans l'ensemble, les parents, au départ, sont perdus complètement. C'est la maladie, déjà, le schéma et le trajet. Vous êtes en médecine à Épinal et on dit votre enfant, ce soir à 17h, il se retrouve à Nancy. Le diagnostic tombe, il monte là-haut et les parents sont perdus complètement. On manque peut-être d'accompagnement, Christine, moi, je dirais effectivement, forcément, nous, les cancers chez l'enfant, on en avait entendu parler. On ne vit pas non plus, on en avait entendu parler, mais c'est un monde qu'on a découvert forcément avec la maladie d'Antoine. Par contre, moi, je dirais qu'on a la chance extraordinaire, en tout cas dans les Vosges et dans les autres départements de Lorraine, c'est d'avoir l'hôpital d'enfants et d'avoir une structure, un service. Le service du professeur Chastanier est vraiment extraordinaire. Il y a eu une prise en charge... pendant les 15 mois de la maladie d'Antoine, c'était notre deuxième famille. Et il y a des contacts qui se sont faits, qui resteront toujours. Alors, nous, grâce à l'association, on a toujours un contact avec le professeur Chastanier, puisque la majeure partie des dons de recherche lui sont reversés à l'association à laquelle il appartient pour faire des recherches sur les cancers pédiatriques. Mais on a toujours, on amène aussi des pluches, par exemple, à l'hôpital d'enfants. Nous, on a besoin de ce contact-là, moi en l'occurrence. Après, je peux comprendre qu'il y a d'autres parents qui ont besoin de prendre le retrait parce qu'il n'y a pas de bonne formule pour accepter et survivre à l'inacceptable. Mais on a la chance à Nancy d'avoir un service. Alors, quand je dis le service du professeur Chastanier, c'est Marie-Hélène Petit, c'est les kinés, c'est tout le staff. C'est les assistantes sociales, c'est les psys, parce que quand Antoine a été pris en charge, il y a aussi la prise en charge des parents de la fratrie, une prise en charge globale. Et je ne sais pas comme ça partout en France. Et on a la chance, nous, d'avoir l'hôpital d'enfants avec un service extraordinaire, avec des associations qui œuvrent au sein de l'hôpital. Alors, il y a le rêve, la réalisation des rêves avec l'association Un enfant un rêve. Il y a le Rire Médecin. Moi, à l'époque, il n'y avait pas la salle de sport. C'est le prof de sport qui passait de chambre en chambre. Il y a quand même une émulation qui est faite tout autour en tout cas, le service d'hémato-oncologie. Il y a aussi une grande chance, c'est d'avoir la REMIG. Et puis la REMIG, voilà. La REMIG est une grosse association qui a permis notamment, indépendamment de l'aide qu'elle apporte aux parents, de construire la maison des parents. La maison des parents, qui est une structure d'hébergement juste à côté. Vous savez, financièrement, déjà quand on a les moyens, c'est quand même lourd. S'il faut trouver une chambre d'hôtel pas loin de l'hôpital, mais quand en plus on n'a pas les moyens, on est heureux d'être accueilli d'une part dans une maison qui vous offre des tarifs vraiment privilégiés. Et en plus de retrouver des gens le soir, il y a des gens qui ont besoin de se retrouver pour parler un peu de leur journée. Alors il y en a qui ont besoin de s'isoler dans leur chambre, mais d'autres qui ont besoin, il y a une cuisine commune, et ça c'est une grande chance aussi. Puis c'est juste au-dessus de l'hôpital d'enfants, donc si vous êtes habité, si on est appelé en pleine nuit, on peut y aller. Et puis c'est vrai que la maison des parents de la REMIG, c'est un cocon aussi, les personnes qui sont là chouchoutent un petit peu les parents. Il peut y avoir aussi la fratrie qui peut venir sur ça. Voilà, je veux dire, il y a une prise en charge. Je trouve qu'on a... Alors, et puis il y a les socio-esthéticiennes aussi qui peuvent intervenir au sein de la REMIG, au sein de l'hôpital d'enfants. On a la chance... Il y a des choses qui sont mises en place. C'est ça. Pour aider. Au mieux les familles. Des choses qui sont mises en place et puis des démarches qui existent aussi de la part d'autres. Nous, on est en train de faire un rapprochement actuellement avec l'association Solidarité à Lilou. Oui. On fait le même job, entre parenthèses, sur l'ensemble. On est en train de pas de fusionner. On est en train de fusionner ensemble pour pouvoir participer. Mais Virginie on a participé financièrement à un moment. Virginie... qui est la présidente de Solidarité à Lilou, a confectionné des petits kits de soins. Quand les mamans se retrouvent là-bas, quand on leur dit à 17h, votre enfant est là-bas à Brabois, on ne prépare pas son sac, rien du tout, on suit, on est avec l'ambulance, on arrive, et vous restez des fois 3-4 jours là-bas ou 5 jours. Donc elle a confectionné des petits kits de soins pour la maman. Première urgence. Pour faire un peu sa toilette, pour faire... Donc on a confectionné, il y a quelques années, elle l'avait fait. On a renouvelé l'opération, on a financé un petit peu au niveau de la note. On a participé. Et je trouve que c'est quelque chose... C'est des petits gestes anodins,
mais qui ont une importance énorme. C'est ça. C'est important de... Oui, avec Brabois, je reprenais aussi dans ma liste, avec Marie-Hélène et ainsi de suite, nous renvoie des informations, les enfants sont là-bas laissés... quand même, les parents sont là, mais pas continuellement. On a offert des consoles de jeux. Il y a eu le fameux Covid qui a creusé un fossé aussi à ce moment-là, parce qu'on ne pouvait rien organiser, on ne pouvait rien faire. Sûr, et les enfants étaient en plus... On ne pouvait pas pénétrer du tout dans l'établissement. Et donc, les parents avaient déjà du mal à y aller, eux, bien là. sûr. On ne peut pas accepter que des associations soient là alors que les parents ne peuvent pas. Il n'y avait plus aucune manifestation sportive. Il n'y avait plus rien du tout. Ni culturelle. Alors nous, par exemple, on a acheté un jour, on a été livré un camion presque entier de Lego ou de choses comme ça. Des jeux, des consoles de jeux, on s'est adapté. Ils nous ont rappelé pour organiser Halloween, on a fourni ce qu'il fallait pour créer quand même un lien au milieu des enfants. Au milieu des enfants, parce qu'il y a une bonne ambiance. Les enfants sont... Moi, je trouve moi, chaque fois que je suis en contact avec eux, ça m'arrache un petit peu à chaque fois, mais les enfants ont une force et une volonté énorme. Au niveau de la maturité, ils sont encore plus matures des fois que leurs frères aînés ou que les parents. Il y a un petit garçon qui m'a dit une fois, je voyais bien que le traitement était dur, et il m'a dit à un moment, on dit rien à ma maman parce que ça lui fait de la peine. Non, mais de toute façon, c'est toujours l'envie de préserver l'autre. Protéger les enfants, les autres, ces adultes. Ils donnent des leçons. Ils donnent des leçons, c'est énorme. Ils sont force de courage, de toute façon, et effectivement, ils cherchent aussi à préserver la famille, parce qu'ils se rendent compte que tout tourne autour de la maladie. Enfin, il y a une réorganisation familiale. Souvent, la maman arrête de travailler pour être plus disponible. Et puis, effectivement, quand il y a une fratrie, il faut voir aussi pour s'occuper des autres enfants et pas, comme vous disiez, pas les laisser à l'écart, parce que c'est important de faire en sorte, et on fait tout ce qu'on peut, mais de toute façon, c'est forcément les traitements et l'hospitalisation qui décident. Mais oui, c'est important d'avoir un lien, effectivement, qui se crée. Ouais. Si on s'attache, on organise, tout ne fonctionne pas. J'organise des rêves Disney, on a une information, parce que des fois, c'est des informations très rapides. On nous contacte, on me contacte le vendredi pour me dire la semaine prochaine, ça serait bien, on a une famille. Alors, il faut organiser, il faut trouver. Alors, même si on a un partenariat avec Disney, il faut essayer de trouver les moyens d'y aller. Vous organisez, vous faites ça, puis au dernier moment, vous avez le coup de fil en vous disant... Désolé, parce que la petite fille, l'enfant ne peut pas rentrer en unité de soins palliatifs. Des fois, c'est l'extrême limite. Il faut s'adapter en fonction de l'évolution de la maladie. Et voilà, on est bercé par des éléments, mais ça nous fait rebondir à chaque fois. Je ne dis pas qu'on devient philosophe, mais on se dit, allez, c'est pour les autres, il faut qu'on y aille. Voilà. Alors, il nous reste plus que moins de 3 minutes d'émission. Je voudrais quand même qu'on regarde un petit reportage, un petit bout de ce reportage, Tous solidaires. Un reportage tourné fin septembre 2023 pour le mois de Septembre en Or. On y revient juste après. Septembre en Or était à l'honneur ce samedi à Étival-Clairefontaine pour cette première Color Run dans le cadre de ce mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Septembre en Or est un élan national et aujourd'hui nous sommes un des premiers événements dans la région. On est à 450 participants, donc chaque participant a versé 8 € et la municipalité s'est engagée à reverser 100% des dons. Ouais, vas-y, mets les lunettes là. Une manifestation colorée pour sensibiliser à la cause. Le cancer de l'enfant, c'est 2500 nouveaux cas par an en France, 500 décès. La Remig, l'association qui se mobilise contre cette pathologie, a besoin du soutien de chacun. 3600 € lui seront reversés pour participer au financement de la maison des parents installée auprès du service pédiatrique du centre hospitalier de Nancy et pour la recherche. Il faut savoir que ce sont des maladies graves, infantiles mais rares. Donc, exemple, ma fille qui a été touchée par un cancer à l'âge de 2 ans, un cancer très grave. Chaque jour compte. Voilà, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Un mot peut-être sur la sensibilisation au cancer pédiatrique. Septembre en Or, on en parle, mais peut-être pas autant qu'Octobre Rose. Est-ce que, entre guillemets, vous le regrettez que la sensibilisation au cancer pédiatrique soit si peu
diffusée? Alors nous, nous en tout cas sur notre secteur autour de Vittel, on voit que grâce à l'association, les gens commencent un petit peu plus à connaître Septembre en Or. Bon, après, il n'y a pas très longtemps que c'est arrivé en France. Hein. C'est arrivé qu'en 2016 en France, donc il faut aussi laisser le temps au temps, on va dire. C'est sûr que Octobre Rose ne s'est pas fait en un jour. Il y a forcément plus de femmes qui sont concernées par le cancer du sein que les enfants, même si c'est toujours trop. De toute façon, 2500 enfants, c'est énorme. 500 décès, c'est un village qui est rayé de la carte de France chaque année. Après, voilà, nous, on se mobilise effectivement. On a des temps forts sur Septembre en Or pour sensibiliser sur les cancers pédiatriques parce qu'on se rend compte que c'est un sujet qui est encore très tabou. Cancer et enfants dans la même phrase, c'est parfois difficile à entendre pour les gens qu'on rencontre. Et on rencontre aussi des gens qui sont comme nous, qui ont été confrontés de près ou de loin, à titre familial ou amical. Et voilà, donc on est plusieurs associations, justement avec la REMIG et sous l'impulsion de la REMIG, on a créé le collectif lorrain Septembre en Or pour justement qu'on soit un peu plus fort pour pouvoir parler de cette sensibilisation. Et on espère un jour avoir cette Septembre en Or, cancer des enfants. Quoi. Voilà. En quelques mots, prochaine date, prochain événement pour l'association? Alors, prochaine manifestation, là, on est invité par un petit village, par la ferme du Pichet, qui se trouve à Noroy, qui vont faire leur inauguration et on est invité à faire des crêpes. Et puis ensuite, ce sera notre marché de l'artisanat à Remoncourt. Messieurs, un prochain temps Nous, on a le Nigoland organisé. Le parc d'attractions. Le parc d'attractions. On est en train d'organiser, la troupe c'est des organisations qui sont à part la troupe de théâtre, le Grenier, au théâtre municipal le 3 et 4 mai. Des organisations où les bénéfices seront reversés. Les bénéfices seront reversés directement. On a le festival de magie à Taon, on a réservé des places. On a Soprano et Kenji. On avait une demande des enfants, donc on va les amener au mois de juillet. Une dizaine d'enfants, une vingtaine d'enfants. Et le festival de magie, ce seront des enfants. C'est des enfants. On a réservé 50 places. On a réservé 50 places. Et leurs familles. Voilà. Donc ça, puis on a toujours Disney, toujours des rêves qui sont entre guillemets des rêves ponctuels, constants sur l'année. On est en contact en ce moment avec Lionel Ollinger qui avait organisé pour le Roland Garros, qui est président, Roland Garros. Et donc on est en train de voir aussi pour le tournoi de Metz avec lui. Donc voilà, on a des partenaires qui sont là, qui nous disent volontiers. Voilà, les enfants qui ont été à Roland Garros ont été reçus en vie, donc tout de suite ils en ont plein les yeux. Voilà. C'est un souvenir énorme pour eux. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous d'être venus sur notre plateau et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Rouge Télévision. À bientôt.